à l'Organisation pour la science et la société. Alors, je ne sais pas si, en tant que vous êtes associé aux OGM, soi-disant, puis certainement du point de vue du public, vous avez des problèmes de ce côté-là. Moi, je suis chimiste. Alors, imaginez-vous le genre de problème que j'ai, c'est de cette manière-là qu'on est perçu par le public. C'est ces blouses blanches, les éprouvettes qui nous sortent des poches. Et d'ailleurs, certaines personnes pensent que nous, les chimistes, nous sommes une espèce complètement différente. Et c'est pour ça, il y a quelques années de ça, avec mes deux collègues, le professeur Schwartz et le professeur Hara, on a fondé l'Organisation pour la science et la société il y a plus de 20 ans de ça. Et ça, comme vous pouvez voir, c'est qu'on était jeunes et plein d'enthousiasme. Maintenant, on est beaucoup moins jeunes. C'est toujours plein d'enthousiasme. On a toujours autant d'enthousiasme, mais on a toutes sortes d'activités, radio, télévision, on fait des expositions, des cours, et en particulier, on a beaucoup à faire avec les médias. Et moi, personnellement, au cours des 20 dernières années, j'ai eu à peu près 600 interventions avec les médias, radio, télévision, ou la presse écrite. Alors, qui c'est qui a besoin plus de l'un de l'autre, les scientifiques ou les médias? Ben, commençons par les scientifiques. C'est certain que les scientifiques ont besoin des médias pour faire connaître leur champ d'activité. Le problème, c'est que les scientifiques, on en a parlé, je ne vais pas insister là-dessus, ils ne sont pas tellement équipés pour parler aux médias, pour s'occuper des médias. Justement, certaines des présentations qui ont été faites, les deux auxquelles j'ai assisté, ont été excellentes de ce côté-là pour souligner quelles sont les difficultés qu'on peut avoir à parler aux médias. Mais je peux vous dire qu'il y a des moyens de s'entraîner. Il y a cet endroit à New York où on vous apprend à comment devenir un expert. Okay? Et si ça vous intéresse, c'est relativement bon marché, c'est 5 000 $ par jour. Et j'ai mis le numéro de téléphone dans le cas que vous voulez y passer. Nous, les scientifiques, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que quand même si on ne connaît pas grand-chose sur un sujet, on peut l'apprendre très vite. Par exemple, ce matin, c'était 6h55, on me donne un coup de fil et on me dit, ça c'était Radio-Canada à Toronto, est-ce qu'on peut t'avoir comme en interview à 7h20 ? Sur quoi? Alors, pas un gros problème. Je ne sais pas si vous avez entendu parler que la nappe de pétrole au golfe du Mexique, là, ils ont trouvé qu'ils vont utiliser des cheveux pour ramasser le pétrole. Vous voyez, vous ne le saviez pas. Ouais. Mais eux, ils le savaient à Toronto, ils voulaient avoir mon opinion. Donc, j'avais 20 minutes pour préparer ça. Vous savez, on a dit que c'est très important d'être bien préparé. J'avais 20 minutes. Donc, j'ai fait un peu de recherche. Et je trouve que vraiment, ce qui est bien, c'est que en tant que scientifique, on peut vraiment faire la part des choses. On se rend compte qu'est-ce qui a du bon sens et ce qui n'a pas de bon sens. Comment se fait-il que les cheveux pourraient être très efficaces à ramasser le pétrole? En fin de compte, ça a quelque chose à faire avec la structure du cheveu. Okay? Ça, c'est la surface d'un de cheveux. Il y a des, on appelle ça en anglais imbrication, c'est comme des écailles. Et le fait qu'il y a toutes ces aspérités, c'est très efficace à ramasser le pétrole. Et rapidement, c'est vraiment intéressant comment ça a été découvert. Qui c'est qui a eu l'idée de cette technique? C'est en fin de compte un coiffeur à Atlanta. Il regardait, ça c'était au temps du Exxon Valdez en Alaska, il regardait, il remarquait que les oiseaux étaient pleins de pétrole. Il semblait que le pétrole s'accrochait aux oiseaux. Et puis il a pensé, mais en fin de compte, la structure de la plume des oiseaux, c'est très semblable aux cheveux. Donc, peut-être que les cheveux seraient capables, il avait plein de cheveux, il était coiffeur, hein, okay? Peut-être que les cheveux, c'est quelque chose qui pourrait être efficace. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il était scientifique, malgré tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était coiffeur, il avait plein de cheveux, il a pris les cheveux, il les a mis dans un débat nylon de sa femme, il a mis un gallon d'huile dans sa piscine, il a mis le cheveu, et puis il a remarqué que ça a très bien marché. Et maintenant, cette technique est brevetée. Et il y a, en fin de compte, il y a une organisation qui s'appelle Matter of Trust, qui ramasse des cheveux justement pour ça. Et si vous avez, ça va peut-être aux nouvelles ce soir, à Toronto, il y a tous les coiffeurs qui ont décidé qu'ils allaient ramasser tous les cheveux pour l'envoyer à Matter of Trust. Et c'est de ça, ça c'est les cheveux dans des bas nylon. L'avantage, c'est bien sûr que ça flotte. Donc, on peut utiliser ces boudins pour ramasser le fluide. Alors, rendez-vous compte qu'il y a, ça c'était à 7h20, à 7h moins 20, je n'avais jamais entendu parler de ça.
Mais je suis arrivé à quand même faire une entrevue parce que je suis arrivé à sortir ce qui était important. Le problème que j'ai avec les médias en tant que scientifique, c'est les médias ont tendance à montrer le côté négatif des choses, parce que ce qui est négatif, vraiment, ça fait mousser. Et par exemple, il y a quelques années, il y avait cette manchette, c'est la première page de la presse, une cire toxique sur les fruits et légumes. Imaginez-vous le nombre de coups de téléphone que nous avons reçus à l'Organisation pour la science et la société. Vous vous rendez compte? Mon enfant est parti avec une pomme dans sa boîte à lunch. Okay? Je ne sais pas s'ils n'ont pas envoyé les policiers pour rattraper l'autobus scolaire. Okay? En fin de compte, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il n'y avait vraiment pas de danger. C'est un produit qui s'appelle la morpholine, qui se convertit en nitrosomorpholine. Les quantités sont absolument infimes. Donc, on a écrit à la presse, ils ont fait une correction. Protégez-vous, c'était l'année dernière, a écrit tout un article, tout un dossier justement sur les champs électromagnétiques. Et je vais vous montrer le genre d'arguments auxquels on a affaire. Les études indiquent que les Québécois sont beaucoup plus exposés au CM dans leur maison que les autres Canadiens et les citoyens d'autres pays industrialisés. La raison, 70% des résidences québécoises sont chauffées à l'électricité, à l'électrique. Waouh! Il y avait quelque chose aussi qui était... Okay. Le lit est particulièrement dangereux. Pourquoi? Parce que le lit, en général, est entre les deux prises électriques. Ça, c'est protégez-vous. J'ai remarqué ça, moi. Alors, moi, j'ai écrit une lettre qu'ils ont publiée, d'ailleurs, après quelques temps, et j'ai dit, mais écoutez, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens scientifique, ce que vous dites ici. En fin de compte, si l'électricité au Québec, c'est utilisé depuis plus de 100 ans. S'il y avait des problèmes, on le remarquerait. En général, les champs électromagnétiques, on fait une association avec la leucémie. Okay? On aurait pu très bien vérifier si nous, les Québécois, nous sommes plus à risque. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Très simplement, regarder les statistiques. Et en fin de compte, si vous regardez les statistiques, le Québec, il n'y a pas un plus grand nombre de leucémies au Québec que dans d'autres provinces où ils utilisent moins d'électricité. Donc, il y a vraiment moins d'électricité. Donc, il n'y a vraiment pas de côté-là. Par contre, s'il y avait dans les statistiques, ils ont remarqué qu'au Québec, on a beaucoup plus de cancers que tout le monde. Et ça, c'est un problème qu'on a. C'est que les journalistes aiment faire mousser les risques hypothétiques. Les risques hypothétiques, alors que les risques courants, tout le monde sait ça, que la cigarette est un problème. Mais il y a beaucoup plus de gens qui meurent à cause de la cigarette qu'à cause des champs électromagnétiques. Il n'y a pas une seule étude qui va vous démontrer qu'une personne est décédée à cause des champs électromagnétiques. Il y a quelques études qui montrent qu'il y a des associations, mais il n'y a aucune étude qui va montrer une causation. Ce qui est vraiment déprimant, c'est quand vous avez des magazines, des choses comme Découverte. Okay? Je ne sais pas si vous vous en rappelez de ça, c'était il y a 2 ans de ça. Découverte a fait toute une étude sur les Wi-Fi, sur les micro-ondes. Je ne sais pas s'il y en a quelqu'un qui s'en souvient de cette étude. C'était horrible. C'était horrible en tant que scientifique parce que c'était tellement parti pris. C'était fait avec une musique lugubre pour montrer comment on était. C'était dangereux. En particulier, il parlait de l'hypersensibilité électromagnétique. Okay? N'existe pas. Je veux dire, il y a des gens qui souffrent de HSEM, mais il n'y a aucune étude qui a montré qu'il y a une relation de cause à effet. Okay? D'ailleurs, il y a plus de 30 études qui ont montré qu'il n'y a pas d'effet. Okay? Des études rigoureuses. Donc, on leur a écrit et on leur dit, écoutez, il faut corriger les choses. Ils ne voulaient pas corriger. Okay? En fin de compte, on est passé par l'ombudsman, et l'ombudsman a admis qu'en fin de compte, l'étude n'était pas valable, que c'était vraiment exagéré.